Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans cette édition de 13h. On part d'abord à Gourbert où quasiment l'ensemble de la population est priée depuis hier de ne pas consommer l'eau du robinet. Selon l'ARS, plusieurs non-conformités microbiologiques sur la qualité de l'eau auraient été relevées. Les équipes du SMGEAG sont à pied d'œuvre pour un retour à la normale. Thierry Philippe. La potabilité de l'eau pointée du doigt une fois de plus à Gourbert. Un communiqué du syndicat mixte de Guadeloupe annonce depuis hier soir ce problème. Une association des usagers de l'eau de Gourbert trouve ces épisodes de pollution de l'eau trop répétitive. Sur le territoire de Gourbert, nous connaissons une pollution microbactérienne. On ne connaît pas la nature exactement de cette pollution. Mais le communiqué indique une interdiction de s'en servir, de s'alimenter, de boire et même de se laver. Donc situation particulièrement problématique pour les usagers de Gourbert. Pour l'heure, aucun retour à la normale n'a été indiqué. En plein week-end de la fête des mères, c'est aussi tout un pan de la restauration goubérienne notamment qui sera impacté par ce problème d'eau non potable. Que pensent les Guadeloupéens d'une évolution institutionnelle ou statutaire de leur territoire? La question leur a été posée lors d'un sondage mené par Calistat, un sondage commandé par le CAGI, le Centre d'analyse géopolitique internationale. Une étude dévoilée ce matin à l'occasion d'un séminaire qui s'est tenu à Fouillol. Un sondage réalisé sur un échantillon de 512 personnes de plus de 18 ans par téléphone entre le 6 et le 17 mai 2023. Olivier Lancien. L'élément le plus fondamental de cette étude Calistat, c'est cette volonté de 7 Guadeloupéens sur 10 d'avoir un statut fiscal et douanier propre à la Guadeloupe. 70% des personnes interrogées répondent franchement oui, 27% non et 3% ne se prononcent pas. Les personnes interrogées sont conscientes que cette possibilité de fiscalité particulière et cette compétence douanière sont souvent les pivots d'un développement endogène et de la protection du marché local. Ce réalisme se décline aussi au niveau des compétences des élus, l'urbanisme avec des constructions adaptées aux réalités du territoire et la nécessité de préserver les terres agricoles, un sujet qui touche près de 3/4 des sondés. L'environnement arrive tout de suite après avec 55%, l'emploi puis la gestion et la protection des littoraux suivent. Sur la question plus politique de l'évolution institutionnelle ou statutaire, 59% sont tout à fait favorables ou plutôt favorables à une collectivité unique pour la Guadeloupe. Ce n'est pas un raz-de-marée, mais il y a une position franche. Dans cette hypothèse d'une fusion du département et de la région, là encore, c'est le réalisme de l'opinion publique. Pas question de rassembler et de conserver 83 élus. Les personnes interrogées sont plus de 80% à demander la limitation du nombre de fauteuils à 43 ou à 53. Et je vous propose d'écouter Julien Mérillon, politologue et responsable du CAGI. Il est interrogé par Ronnie Merletti. On l'a fait autour de 4 questions essentielles. La première, c'est est-ce que les Guadeloupéens sont favorables à la fusion du département et de la région? Et à 69%, ils disent oui, il faut une collectivité unique. À la deuxième question, qui est de savoir s'il faut réduire le nombre des élus, ils seront très favorables à ce que l'on passe à 43 élus. Et quand on leur pose la question, quelles sont les compétences que l'on devrait avoir, eh bien, ils sont très favorables à des compétences sur l'urbanisme, l'environnement et enfin la question du statut fiscal et douanier. Globalement, on voit se dessiner, on peut dire, une vision, un profil de la Guadeloupe où on protégerait le pays, c'est ça qui est important, à partir d'institutions qui seraient adaptées à cette protection du pays. Un sondage que vous pouvez consulter dès maintenant sur notre site internet guadeloupe.lapremière.fr. Et puis cette opération pique-nique devant la mairie de Bémao, une initiative des parents d'élèves de la commune pour demander le retour de la cantine. Depuis le début de la grève, il y a déjà 45 jours, tous les services municipaux sont ainsi perturbés. Les négociations ont bien repris hier entre l'intersyndicale et la municipalité. Mais par cette opération, la FAPEG a décidé de mettre la pression sur ses protagonistes. On retrouve sur place Marilyn Plaisir et Bruno Pensiovillon. Bonjour, nous sommes à quelques pas de la mairie et vous le voyez sur le trottoir d'en face, un pique-nique improvisé par des parents d'élèves exaspérés, des parents d'élèves à bout, car depuis 8 semaines, pas de cantine dans les écoles. À mes côtés,
qui est venu avec justement le repas de sa fille. Alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer, vous, quelles sont les conséquences tous les midis, donc pas de repas à l'école, pas de repas de la cantine. Comment est-ce que vous organisez pour que votre enfant puisse déjeuner ? Alors, c'est une très mauvaise situation pour nous les parents qui travaillent parce que le matin, je dois aller travailler, je commence à 8h30, donc quand je la dépose à l'école, il faut que je demande l'autorisation à mon patron de me libérer aux alentours de 11h pour que je sorte de Jarry et que j'emmène un repas à ma fille. Et arriver sur place, je ne peux pas leur remettre le repas parce que c'est un repas chaud. Il faut que je reste avec elle sur place pour la faire déjeuner en fait. Et c'est très contraignant pour mon travail et pour moi aussi, parce que c'est quand même une grosse charge. Je suis pas couverte en fait si je sors du travail et que j'arrive à l'école et tout ça. Donc c'est très contraignant. Après, j'espère que ça va vite s'arranger parce que la rentrée c'est dans quelques mois et ça nous soulagerait vraiment que le système de la cantine reprenne. Le sort des parents d'élèves donc et de tous ces écoliers est suspendu donc à l'issue des négociations. Hier donc les discussions n'ont pas abouti. La prochaine rencontre entre les deux parties est prévue mardi prochain. Merci beaucoup Marilyn. Vous l'avez sans doute remarqué depuis quelques semaines, certaines enseignes ne vous proposent plus automatiquement un ticket de caisse suite à vos achats. À partir du 1er août 2023, en effet, l'impression systématique de ces tickets sera interdite en France, une interdiction relative à la loi promulguée en février 2020 portant sur la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Bruno Pensio-Villon, Ludovic Guédu. Ce type de ticket va bientôt disparaître. Les tickets de caisse traditionnels, tout comme les tickets de carte bancaire ou encore de bons d'achat, promotionnels ou de réduction, seront tous interdits à compter du 1er août 2023. Je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que pour contrôler les dépenses, c'est pas évident. Hein. Les solutions, selon vous, seront qu'ils continuent comme ça, à donner les tickets de caisse parce que si, par exemple, les caissiers font une erreur pour aller demander d'être remboursé, c'est pas facile. C'est une bonne chose pour l'écologie et maintenant je sais qu'il y a des magasins où ils envoient directement par mail et c'est quelque chose de bien. Les avis sont partagés, mais l'objectif de cette loi, promulguée le 10 février 2020, est motivé par la lutte contre les substances dangereuses présentes dans les tickets de caisse et pour remédier au gaspillage important qu'ils représentent, soit près de 30 milliards d'unités imprimées chaque année selon le gouvernement. Déjà, les tickets de caisse, ça ne dure pas longtemps. Après quelques temps, ça s'efface tout seul. Alors, je ne vois pas l'utilité d'enlever les tickets de caisse. Je pense que c'est très bien pour l'environnement, pour l'écolo, parce que ça permettra aussi d'être un peu plus vert. Depuis ce début d'année, les enseignes sont de plus en plus nombreuses à proposer ou non le ticket de caisse aux clients. Une façon de les sensibiliser et de se sentir éco-responsables. Des enseignes qui rassurent également leur clientèle. Pour tous les produits où il y a une garantie ou autre, donc qui n'est pas liée à la consommation directe, donc on va proposer une facture au client, s'il souhaite aussi un ticket, mais une facture pour être plus sûr. Et par la suite, éventuellement, s'il n'a pas de doute par rapport à son produit, on le laisse repartir sans facture. À savoir, s'il souhaite demain revenir pour demander une impression de facture ou un ticket, c'est totalement possible. À compter du 1er août, certains tickets seront toujours imprimés de manière automatique, comme par exemple les tickets de caisse relatifs aux biens d'achat dits durables, munis d'une garantie légale, ou encore les tickets de carte bancaire relatifs à des opérations annulées ou de crédit. À l'Assemblée nationale, alors que la Commission des affaires sociales a retoqué la proposition de loi du groupe LIOT, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, un projet de loi qui visait à revenir sur la retraite à 62 ans. Elle a en revanche validé un autre texte qui concerne les Outre-mer. Celui-ci vise à renforcer la continuité territoriale. Le député Olivier Servat attend du gouvernement qu'il confirme ses engagements lors de la séance publique du 8 juin. On l'écoute. Je note quand même que sur les 7, c'est la seule qui a été validée en commission à l'unanimité des députés. Ça veut dire quand même que nous avons fait un travail avec la majorité et le gouvernement. 4 propositions étaient mises à l'ordre du jour. 1. Les actifs, ceux qui travaillent, ont parfois besoin d'aller faire des formations continues en hexagone quand il n'y a pas cette formation en Outre-mer. Eh bien, ces choses faites, ce sera possible parce que ça coûte de l'argent. Et donc, parfois, ils diront non, c'est qu'on sait que lorsqu'on ne se forme pas, eh bien, on est moins performant. Et donc, ça n'est pas bon ni pour la personne, ni pour l'économie. 2. Les étudiants qui font des allers-retours doivent pouvoir
prendre des billets à des prix raisonnables. Aujourd'hui, vous avez pour la Guadeloupe à peu près 375 € tous les 3 ans. C'est largement insuffisant. Donc, on va vouloir remonter ces seuils et le gouvernement et les députés s'y sont engagés à le prendre par décret. Nous attendons bien évidemment des réponses claires du ministre le 8 juin. Et enfin, nous avions un élément très important. Quand on découvre une maladie d'un enfant et qu'il n'y a pas de possibilité de le soigner en outre-mer, il doit partir. Un ou deux de ses parents doivent le rejoindre. Et là, il doit arrêter son travail, trouver un logement et ça coûte un paquet d'argent. Et donc on a fusionné, ça a été validé, 2 aides, une aide pour l'accompagnement de l'enfant et une aide pour enfants adultes handicapés. Et donc je me réjouis que ça va pouvoir soulager les parents. C'était hier un colloque sur le bien vieillir dans les départements et régions d'outre-mer qui s'est tenu au Gosier. On le sait, d'ici 2050, la Guadeloupe sera l'un des départements les plus vieux de France. Et justement, les femmes représenteront 57% de la population des seniors d'ici quelques années. Selon l'INSEE, nous sommes allés à la rencontre de Raphaël Lanclume, à 103 ans, bon pied, bon oeil. Elle vit encore à son domicile grâce à la mobilisation de ses proches et des services à la personne pour compenser sa perte d'autonomie. Je vous propose d'écouter Franck Natal, le président de la Fédération nationale des assistants à domicile. Il est interrogé par Ronnie Maletti. Pour accompagner les gens à domicile dans de bonnes conditions, pour qu'ils ne se retrouvent pas enfermés, par exemple, chez eux, il faut avoir une vision vraiment à 360 degrés. Évidemment, il y a ce que nous, on porte, c'est-à-dire toute la partie aide humaine. Et donc avoir des professionnels formés, arriver à recruter des gens dans des métiers qui sont aujourd'hui peu valorisés, aussi bien que adapter les logements pour permettre justement aux professionnels de pouvoir intervenir dans de bonnes conditions. Du foot maintenant avec la deuxième journée du tournoi international U16. Ce matin au stade Jacques-Pont-Rémy au Moule, les Brésiliens du Flamengo n'ont eu aucune pitié pour l'équipe du Cerfa. Ils se sont imposés 5-0. Vous allez voir que vous voyez quelques images de cette rencontre et le début du Flamengo. Je vous propose maintenant de voir l'ensemble des résultats de la journée dans le groupe A. La Grande Terre bat Marie-Galante 4-0 et le Stade Rennais bat l'Olympique de Marseille 3-0. Dans le groupe B, l'US Torcy bat le Cap Excellence 2-0 et le Havre bat une entente interclub 4-0. Et dans le groupe C, la Martinique et Basse-Terre font match nul, un but partout. Et Flamengo, vous l'avez vu, a battu le Cerfa 5-0. Ce qui nous donne les affiches suivantes. En quart de finale, cet après-midi, Stade Rennais, entente interclub, Le Havre, Olympique de Marseille, Flamengo, Grande Terre et US Torcy, Cerfa, des matchs qui auront lieu à 16h et à 17h15 à Bergevin et au Lamentin. Allez, on passe à notre focus du jour. Il y a un peu plus de 2 semaines, Louli Bonbon était élu nouveau maire de Terre-de-Haut. Un retour aux affaires après 3 ans d'intermède. Le temps de s'offrir une élection dès le premier tour le 14 mai dernier. Le nouveau maire reprend une commune remise à flot par son prédécesseur et devrait pouvoir ainsi travailler les mains libres pour sa commune. Louli Bonbon est notre invité dans ce trésor. Bonjour monsieur le maire. Avant d'aborder la question politique, quelques mots sur le tournage du film de Marc Barra, Le Fantôme des Saintes, qui se tourne actuellement à Terre-de-Haut. C'est une vraie opportunité pour remettre en lumière votre territoire? Oui, bonjour Monsieur Golabcan, bonjour aux téléspectateurs de Guadeloupe Première. Effectivement, c'est une aubaine pour la commune de Terre-de-Haut d'avoir le tournage de ce film Le Fantôme des Saintes, parce que c'est évidemment un facteur d'attractivité pour le territoire. Et puis, c'est aussi un impact positif en termes d'image et aussi pour notre destination touristique, parce que ce tournage de film va mettre en lumière les magnifiques paysages que nous avons à Terre-de-Haut. Et quand on sait que ce film va être vu par entre 4 et 6 millions de foyers sur France 3, c'est pas rien parce que c'est beaucoup de personnes qui vont découvrir nos magnifiques contrées et qui voudront peut-être venir, bien entendu, en voyage en Guadeloupe et passer, faire le détour par Terre-de-Haut, là où le film a été tourné. Quelles pourraient être les retombées économiques pour Terre-de-Haut ?
Alors nous avons déjà des retombées directes parce que durant le tournage, nous avons quand même toute l'équipe qui est hébergée à l'hôtel. Il y a un impact sur la restauration, sur le transport. Et donc, dans l'immédiat, on peut dire que c'est déjà c'est un impact positif. Et puis, il y a des retombées, comme je l'expliquais tout à l'heure, à moyen et long terme sur la destination de notre territoire. Alors maintenant, Louli Bonbon, revenons sur l'aspect politique. D'affluence touristique. Oui. Revenons sur l'aspect politique de votre fonction. Je le disais en préambule, Hilaire Boudet vous a laissé une situation financière plutôt positive. C'est déjà un bon point pour entamer votre nouvelle mandature? Alors ce travail au niveau budgétaire avait déjà été engagé par moi, je le rappelle, puisque j'ai laissé la commune à Hilaire-Boudet en 2020 avec un déficit de moins de 1 million, là où je l'ai pris en 2018 à plus de 5 millions de mon prédécesseur. Donc ce travail-là a été poursuivi par l'équipe d'Hilaire-Boudet et nous avons voté notre budget primitif hier, certes, avec un résultat satisfaisant. Et oui, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, nous avons, pour faire une métaphore, des chaussures à notre pointure. Parce qu'à Terre de Haut, nous avions besoin de ça en termes d'investissement. Nous n'avions pas pu, justement, investir depuis bon nombre d'années. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité, en collaboration, bien entendu, avec les collectivités majeures, de monter un certain nombre de projets et pour lesquels la collectivité peut porter sa part. Vous avez donc les moyens financiers, vous venez de le dire. Quelles seront vos priorités? Alors, la population a décidé, faut-il le rappeler quand même, le 14 mai dernier, la population a décidé de tourner la page de la mandature, la courte mandature d'Hilaire Boudet, parce que nous avions une gouvernance clanique qui posait de gros problèmes et de fractions de la population, sans compter les dossiers vitaux de Terre de Haut qui étaient aussi à l'arrêt. Donc oui, nous avons repris le flambeau pour donner un nouveau souffle à cette mandature. Nous avons 3 ans pour réussir. Les dossiers majeurs restent quand même avant tout le règlement des problèmes basiques que sont la gestion des déchets sur une île touristique qui était calamiteuse. Nous avons aussi les problèmes d'assainissement qu'il faut régler avant de parler véritablement développement touristique de façon pérenne. Ça, ce sont les dossiers urgents. Et parallèlement, nous avons aussi un secteur au niveau de la pêche qui est un secteur économique qui caractérise bien notre île et qui était aussi en souffrance. Donc là aussi, avec le département, nous avons prévu bientôt la signature du contrat pays. Et dans ce contrat pays, nous mettrons donc en place la construction des infrastructures pour le secteur de la pêche, mais aussi d'autres infrastructures qui sont emblématiques de l'île. Quand vous arrivez dans la rade de Terre de Haut et que vous voyez la maison bateau qu'on appelle le bateau des îles et qui est censé devenir demain le bateau des arts pour l'île de Terre de Haut, ben voilà encore une bâtisse qui est en win depuis le cyclone Maria de 2017. Donc c'est des projets que nous souhaitons effectivement mettre au goût du jour et réaliser définitivement parce que ça fait trop longtemps qu'on en parle et rien n'est fait. Alors, à côté de ça, nous avons des infrastructures routières. Oui, je me permettez-moi de vous couper. Oui. Est-ce que vous allez poursuivre certains projets de votre prédécesseur? On pense à la station-service, la gestion du port avec une taxe qu'ils voulaient mettre sur les compagnies aériennes, maritimes, sur leur temps d'escale, également sur les travaux sur le réseau téléphonique, notamment au niveau de l'aérodrome, le réseau téléphonique et Internet. Est-ce que tous ces projets ont possibilité d'être poursuivis par votre équipe? Alors, concernant la station-service, nous avons une vocation demain à être une île expérimentale en matière de mobilité douce. Donc, pour moi, c'est un projet qui va à l'encontre de mettre aujourd'hui une station-service au beau milieu de l'île, surtout une station-service en bordure de mer. Donc, avec demain, si jamais il y a un phénomène cyclonique majeur, un risque évident peut-être de pollution marine.
et l'emplacement de cette station-service et la finalité même, aujourd'hui, nous pose problème. Et au niveau de l'actuelle gouvernance, nous nous interrogeons de savoir si l'opportunité de mettre une station-service là où elle est placée et in fine pour alimenter en carburant la population ne risque pas d'hypothéquer aussi notre projet demain de rendre l'île vers le tout électrique. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, concernant, vous m'avez parlé donc de la télécommunication. Nous avons là aussi un vrai problème sur l'ensemble du territoire que nous souhaitons vraiment débattre avec Orange, parce qu'il y a beaucoup trop de zones grises ou blanches sur le territoire qui justement nous impactent négativement. Et nous aimerions là aussi porter des solutions à ce problème. Mais avant tout ça, il y a aussi le problème crucial des sargasses, parce que nous sommes largement impactés par les sargasses. Et comme vous le savez, Terre de Haut étant tournée vers le tourisme, nous avons une plage, la plage de Pompierre, qui est le fleuron des plages de Terre de Haut et qui aujourd'hui est impraticable à cause des sargasses. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est véritablement là aussi, avec la structure unique qui a été créée, avec l'aide de l'État, trouver des solutions pérennes aussi pour régler le problème des sargasses de ce côté est de l'île. Ouais, alors, à vous entendre, les chantiers ne manquent pas à Terre de Haut. Vous avez parlé de l'assainissement et de la gestion des déchets. Ce n'est pas forcément votre compétence directe. Comment pouvez-vous résoudre ce problème? Il y va aussi de l'image de marque de l'île de Terre de Haut. C'est vrai, comme vous le dites, que ce n'est pas une compétence directe de la commune. Mais vous savez, de par notre insularité, il y a lieu que le maire ait les pleins pouvoirs aussi sur la gestion de son territoire. Alors avec le président Abelli de la CAGSC, avec qui nous avons d'excellentes relations, puisque nous sommes un peu dans la même mouvance politique. Les discussions vont bientôt aboutir sur les moyens à nous donner pour que nous puissions, sur le territoire, faire aussi de cette île une île expérimentale en matière de collecte des déchets et de propreté, parce que l'île était vraiment, il y a de cela quelques temps, pour ne pas dire de nombreux mois, était vraiment avec des déchets un peu partout qui s'amoncelaient, et c'était très négatif pour notre image touristique. Merci. En matière d'assainissement, la même politique sera menée. Merci. La même politique sera menée. Oui, merci beaucoup Loli Bonbon. On arrive au terme de cet entretien. Merci d'avoir été avec nous. Loli Bonbon, nouveau maire de Terre de Haut. Nous kabout Simienla et puis maquette parole en nous, Wozan Manza, Livaïka métamorphose, nous kakoute, Missy Alben Angis qui kab en nous, Détimo en Léaï. Ou laisser en solo, maman l'amour qu'a fait si la famille qu'a kiembé encore. Tout temps pied l'amour péqué la spotter, ça aussi mais nous péqué la se récolter. Maladie gâté vaillant, nous tenons profiter heureusement. Et c'est la fin de ce journal. L'info revient à 19h avec Ludivine Guiolet-au-Lac. Je vous retrouve demain soir en direct pour la finale du tournoi international U16. Mais avant, comme tous les vendredis, on se quitte en musique avec une exclusivité Guadeloupe la première. Ce clip de Licky Bess et Genre, son titre Les Ancêtres. Bonne écoute et bon appétit à tous. À demain. Ils sont arrivés dans les colonies. Batoula, Ménéo, enchaîné, Batoula, Ménéo, enchaîné, Batoula, Ménéo, enchaîné, Batoula. Grâce à la puissance des sons de leur tambour, ils ont brisé les chaînes de l'esclavage. Nèg marron, Ibo, nèg marron c'est yo. Nèg marron pété chena, yo libéré yo. Nèg marron, Ibo, nèg marron c'est yo. Nèg marron pété chena, yo libéré yo.
Nèg marron, Ibo, nèg marron c'est yo. Nèg marron pété chaîne là, yo libéré yo. Nèg marron, Ibo, nèg marron c'est yo. Nèg marron pété chaîne là, yo libéré yo. Nèg marron, Ibo, nèg marron c'est yo. Nèg marron pété chaîne là, yo libéré yo. L'info continue sur guadeloupe.lapremière.fr.